Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous savoir fidèle à ce rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes, le sommaire. C'est une maladie gynécologique fréquente qui touche 10% des femmes. L'endométriose, encore méconnue, cette pathologie est souvent diagnostiquée tardivement. Et puis on parle de la confiance en soi qui permet de rester en totale possession de ses moyens. Elle offrirait la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Et enfin, on évoque cette technique de représentation visuelle sur un support plat qu'est le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. On démarre cette édition par cette pathologie très peu connue, l'endométriose. C'est une maladie gynécologique qui ne touche que les femmes et qui se caractérise par la présence hors de la cavité utérine de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus. Longtemps ignorée et parfois très difficile à vivre au quotidien, l'endométriose cause et facteur de risque à travers ce élément signé Amandine Agnamosu. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique longtemps passée sous silence. Elle bouleverse le quotidien des femmes en âge de procréer. La première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information. Je n'ai jamais entendu ça une fois. Bon, endométriose, ce terme, je ne maîtrise pas trop. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi. Peu connue, la pathologie va au-delà des règles douloureuses. Elle est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Quand on parle d'endométriose, c'est que des cellules de la même nature que les cellules de l'endomètre sont implantées hors de ce champ. La situation de l'endométriose pourrait se retrouver à beaucoup d'autres endroits que dans le pelvis, dans le bas-ventre de la femme. La première catégorie de signes sera les douleurs pendant les règles et les douleurs au bas-ventre. C'est des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. C'est des douleurs d'intensité de plus en plus croissante avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. C'est une situation souvent qui est couplée avec des problèmes de fertilité. C'est une maladie complexe. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent mal ou tardivement diagnostiquée. Il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. C'est fréquent chez les jeunes filles d'avoir des règles douloureuses et on dit que c'est normal. On donne quelques calmants et si la fille continue à se plaindre, on dit qu'elle fait bébé. Mais en fait, on n'a pas su diagnostiquer. L'endométriose donne des fois des niveaux de douleur vraiment au-delà du supportable, malgré l'utilisation de médicaments. Lorsque la maladie est très évoluée, donc, on peut avoir recours à la chirurgie. Et la chirurgie peut être très mutilante. Il n'existe pas encore de traitement définitif de l'endométriose, mais des associations se battent aujourd'hui pour mieux faire connaître la maladie. La première action que nous menons, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et en parlant d'accompagnement, nous essayons d'écouter ces patientes-là. Nous permettons à ces patientes d'avoir un bon suivi en leur indiquant des centres où elles pourront se faire diagnostiquer le mal. Parce que c'est déjà après le diagnostic, il faut savoir si on souffre d'endométriose ou pas. Toute la société doit s'intéresser à cette maladie-là. Parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui sont concernées. Et comme je le dis, une femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui est touché. Avant d'apprendre à vivre avec une maladie, il faut d'abord prendre conscience qu'on en est atteinte. Et vivre avec l'endométriose est une lutte de chaque instant. Et on parle à présent de la confiance en soi qui, tout comme l'estime de soi, est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer sa confiance en soi au quotidien? Patrick Adiabodjou nous en parle. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit.
La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je me mets devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer, et il faut surtout échouer, apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. On change à présent de registre pour parler du dessin qui est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe dans sa forme simple, mais il peut également prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadia nous donne des précisions à travers cette interview. Dessiner devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur, décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres devient un art quand l'artiste singularise cela. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place, à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre
tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en image, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Et sur le continent à présent, un ouragan de famine risque de s'abattre sur certains pays. Conséquence directe de l'offensive russe en Ukraine. La FAO a prévenu d'ailleurs qu'entre 8 et 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de faim dans le monde. Et l'Afrique pourrait être particulièrement touchée. Les explications ici avec nos confrères de France 24. Comment remplacer le blé ukrainien? Sur ce marché de Bukavu en République démocratique du Congo, les prix ne cessent de flamber depuis que la Russie a commencé à envahir la superpuissance agricole qu'est l'Ukraine. Il faut que les autorités fassent quelque chose, sinon nous allons mourir de faim. Chaque jour, il y a une nouvelle flambée des prix des produits alimentaires. La RDC est l'un des nombreux pays africains à importer plus de 50% de son blé d'Ukraine ou de Russie. Une situation d'extrême dépendance alimentaire qui fait craindre le pire à l'ONU. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Au Maghreb, la flambée des prix avait commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine, une conséquence de la reprise après la récession liée à la pandémie de Covid. Et l'approche du Ramadan qui provoque une frénésie d'achat ne fait qu'amplifier le phénomène. Au Malawi, le prix du pain s'est envolé. Dans cette supérette de Lilongwe, les affiches se succèdent pour informer les clients de chaque nouvelle hausse, avec pour conséquence une chute des ventes au rayon boulangerie. J'achète souvent du pain, mais c'est de plus en plus difficile d'en acheter maintenant parce que les prix ont vraiment augmenté. Ce qui avant suffisait à acheter 2 pains ne permet plus aujourd'hui que d'en acheter un seul. Donc on dépense beaucoup plus. Et cette flambée des prix alimentaires se conjugue avec celle des prix des carburants qui ne fait que l'amplifier. Le transport des marchandises coûte de plus en plus cher. Le prix du litre de carburant a plus que doublé en Afrique. De quoi faire craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. Et c'est sur cette crainte que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.